Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le G20 compte un nouveau membre permanent. L'Union africaine a officiellement intégré le groupe des 20 à l'ouverture du sommet ce 9 septembre. Jusqu'ici, le continent n'était représenté que par l'Afrique du Sud. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Maroc après le séisme meurtrier. Plus de 1000 personnes sont décédées selon le ministère de l'Intérieur. Les forces armées royales ont été déployées d'urgence sur instruction du roi Mohamed VI. Et puis la liste du gouvernement de transition dévoilée au Gabon. Il est composé de 26 ministres. Les détails à suivre dans ce journal. L'Union africaine rejoint officiellement le groupe des 20. L'UA siège désormais à la table des membres permanents. Le président en exercice de l'organisation, Azali Assoumani, a pris place ce samedi 9 septembre lors de l'ouverture du sommet du G20 organisé en Inde, à Meneji. J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. Le 9 septembre 2023, l'Union africaine est officiellement devenue un membre permanent du G20, l'instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. L'adhésion de l'institution panafricaine au groupe des 20 en tant que membre permanent devrait, selon certains leaders africains, renforcer la voix des pays du Sud et de l'Afrique sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l'endettement des pays en développement et des marchés émergents. Je me réjouis de l'entrée de l'Union africaine au G20. Cette adhésion, pour laquelle nous nous sommes mobilisés, offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Représentant 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce international, le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Il joue un rôle important dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Avec cette adhésion, l'Union africaine devrait mettre en place des mécanismes de travail permettant aux pays africains de s'intégrer pleinement dans des réflexions efficaces visant à contribuer dans le relèvement des défis mondiaux. Cette adhésion est une victoire et pas un don. L'Afrique a dû batailler pour démontrer de manière assez claire sa place dans la lutte contre le changement climatique et la place de l'Afrique en tant que continent, en tant qu'entité, à la place de la décision. Et non seulement la décision sur les questions climatiques, mais également sur les questions du monde. Aujourd'hui, il y a une grande bataille entre le pôle du BRICS qui commence à prendre son émergence et le monde traditionnel tel qu'on l'a connu avec son leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, ce geste de charme est pour ceux qui pensent pouvoir le céder une manière d'amadouer l'Afrique, mais pour l'Afrique qui vient de gagner cette bataille, une façon de se faire admettre à la table pour être en mesure de participer aux décisions et non être un plat autour de la table. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine. La terre a tremblé au Maroc. Un séisme de magnitude 6 est survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre dans l'ouest du pays. L'épicentre de ce séisme a été localisé dans la province d'Al Haouz, située dans la région de Marrakech. Depuis, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Le ministère de l'Intérieur déplore le décès de plus de 1000 personnes. Les détails avec Ameneji. Plus d'un millier de victimes et des centaines de blessés. C'est le bilan provisoire d'un séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé le centre et le sud du Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Plusieurs bâtiments historiques, des routes, des voitures et d'autres biens ont été endommagés, sémant la panique dans les provinces et municipalités d'Al Haouz et de Chichaoua, non loin de Marrakech, de Taroudan, d'Ouarzazate et d'Azilal, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les gardes royales, les forces de défense et de sécurité intérieure et le personnel soignant sont à pied d'œuvre pour porter secours aux blessés et évacuer les cas de décès. Tous les blessés sur le terrain sont pris en charge pour les premiers soins au fur et à mesure que les opérations continuent.
Le séisme ayant pour épicentre la province d'Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech, aurait également été ressenti dans la capitale Rabat, ainsi qu'à Casablanca, Agadir et Essaouira. Des centaines de personnes ont quitté leur domicile et ont afflué vers d'autres localités pour se prémunir contre les répliques. Des messages de compassion affluent du monde entier. L'Union africaine, les pays membres du G20 réunis en sommet ce 9 septembre et d'autres membres de la communauté internationale indiquant leur soutien au Maroc. J'ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du Maroc. J'exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes. Suite à ce séisme qui a touché plusieurs villes du Maroc, la Fédération royale marocaine de football a annoncé le report du match qui devrait avoir lieu samedi 9 septembre 2023 entre sa sélection nationale et celle du Libéria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Rappelons qu'en 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et entraînant d'importants dégâts matériels. C'était un sujet de Mildred Yamou. Dans l'actualité également, la transition se met progressivement en place au Gabon. La composition du gouvernement est désormais connue. La nouvelle équipe dirigeante est constituée de 26 membres, dont 5 femmes. La liste a été dévoilée ce 9 septembre, soit 2 jours après la nomination de Raymond Dongsima au poste de Premier ministre. À la veille, la charte de la transition a été rendue publique au journal officiel. Elle liste les objectifs fixés par le CTRI, dont la refondation de l'État, ou encore la révision de la Constitution qui sera soumise à un référendum. Le document prévoit également l'organisation d'élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes au terme de la transition. À ce sujet, le président de transition, Brice Oligui Nguema, pourra se présenter à la présidentielle. Au total, 5 organes de transition seront mis en place, dont une Assemblée nationale et un Sénat. Une période transitoire dont la durée n'a pour l'heure pas été précisée. Écoutons à ce propos le chef du gouvernement de transition. Le gouvernement de la transition est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Dongsima. Ministre. Ministre de la réforme des institutions, Mme Muriel Mikoué, épouse Minta. Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Monsieur Régis Onangan Ndiaye. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, Monsieur Paul-Marie Ngonju. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Professeur Adrien Mongongu. Ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Camélie Antoutoum Leclerc. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Professeur Hervé Ndoum Essingon. Ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Madame Solange Ndiaye. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Monsieur Raphaël Ngazouzé. Ministre des Travaux publics, Monsieur Flavien Zengi Nzundu. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Meunier. Dans le reste de l'actualité, il avait 95 ans. Mangosuthu Buthelezi s'est éteint ce 9 septembre en Afrique du Sud. Cette figure de la lutte anti-apartheid a marqué la vie politique sud-africaine. Il a été le fondateur et président du parti Zulu Inkatha, un parti lancé en 1975 et à l'origine de violences marquantes dans les années 1980 et 1990. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la mémoire, je cite, d'un formidable dirigeant qui a joué un rôle important dans l'histoire de notre pays pendant 7 décennies. Outre les conséquences humanitaires, le conflit qui persiste dans le nord-est du Nigeria a aussi un lourd impact économique. Dans un rapport publié ce 6 septembre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a révélé qu'en 2021, je cite, l'économie nigériane était de 2,5% inférieure à ce qu'elle aurait été en absence de conflit. L'UNICEF déplore par ailleurs qu'en raison de cette crise, plus d'1 million d'enfants n'ont pas eu accès à l'école. Nana Kamsoukom.
L'UNICEF révèle qu'en 2021, l'économie nigériane était inférieure de 2,5% à ce qu'elle aurait été sans le conflit, ce qui équivaut à une perte cumulée d'environ 100 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. En outre, plus de 2 millions de personnes sont actuellement déplacées et environ 1 million d'enfants sont en manque d'école en raison du conflit armé. Les données recueillies mettent en lumière une réalité poignante selon le rapport sur le coût économique du conflit présenté par l'UNICEF. Il est important de maintenir l'élan en termes de réponse humanitaire, mais aussi que nous nous tournions progressivement vers le relèvement après la guerre et le travail de développement. Compte tenu de la taille économique du Nigeria, le ralentissement de la croissance dans le pays peut avoir des retombées régionales plus importantes. En d'autres termes, la croissance régionale est susceptible d'avoir plus faible que dans un cas contrefactuel, où le Nigeria n'aurait pas connu de conflit. Depuis 2008, le gouvernement nigérien continue de travailler pour stabiliser la région du Nord-Est. Les pays en voie de développement doivent avoir accès à l'expansion afin que nous puissions augmenter les produits et les taxes qui nous sont imposées, et aussi aller dans les zones rurales pour sécuriser les lieux. Le rapport publié par l'UNICEF déduit que même si le Nigeria prévoit une réduction des effets du conflit au cours des 10 prochaines années, l'économie nigériane reste confrontée à des pertes cumulées considérables. L'effet cicatrisant de ce conflit prolongé pourrait empêcher l'économie d'atteindre son plein potentiel, mettant en péril la prospérité future de la nation. En Afrique subsaharienne, la pratique de l'automédication est devenue de plus en plus fréquente. Elle permet aux malades d'avoir accès à des médicaments en pharmacie et ce sans ordonnance. Une pratique qui peut néanmoins s'avérer dangereuse. Illustration en Côte d'Ivoire où les citoyens ont tendance à acheter leurs médicaments dans la rue. Reportage de notre correspondante Esther Conan. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue et 20% en pharmacie. À Abidjan, ville la plus peuplée du pays, ils sont nombreux à avoir recours à l'automédication et au traitement de certaines maladies par des médicaments accessibles sans ordonnance. Des médicaments que l'on trouve en pharmacie certes, mais aussi auprès des vendeurs ambulants, en bordure de route et qui ont la particularité d'être très peu chers. Et pourtant, ces médicaments sont au mieux inefficaces, au pire toxiques, voire mortels, pour ceux qui les consomment. Et si la population a bien conscience des dangers liés à l'automédication, la pratique est grandissante. Ce n'est pas une bonne pratique parce que mon parent a été victime de cette automédication. Elle a appelé quelqu'un qui lui a même prescrit des médicaments. Elle est allée acheter pour faire son traitement parce qu'elle avait des démangeaisons au niveau de la peau. Et ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que son mari lui demande d'aller à l'hôpital. Elle a fait des examens de sang et puis ils lui ont prescrit des médicaments. Dieu merci, ça va maintenant. Il faut que ceux qui sont à la pharmacie aussi diminuent les médicaments pour qu'on puisse acheter nous tous. Sinon, souvent, c'est le manque de moyens qui font qu'on va au dehors pour acheter. Moi-même, souvent, j'achète les médicaments dehors. Si j'ai rien, je vais à la pharmacie. Le jour où je n'ai pas rien de la pharmacie, je vais dehors, j'achète. Parce qu'il n'y en a pas. Si il y en a, on va à la pharmacie. Les acheteurs qui vivent très souvent dans une situation financière défavorable sont alors poussés à acheter des médicaments dans la rue ou même en pharmacie sans ordonnance. Des médicaments qui proviennent généralement de l'Asie, du Ghana ou du Nigeria. Pour certains, falsifiés pour d'autres et qui doivent leur succès à leur faible coût. Une pratique dangereuse est décriée par les médecins. L'automédication peut entraîner une résistance aux médicaments et rendre dépendant. Elle peut aggraver ou même cacher certaines maladies. Elle peut entraîner une interaction médicamenteuse défavorable parce que certains médicaments ne doivent pas être pris ensemble. Les conseils que moi je peux donner en tant que médecin, c'est de consulter tout professionnel de santé, un médecin par exemple, avant de prendre tout médicament qui n'est pas prescrit par un professionnel. Il ne faut pas aussi accepter des médicaments conseillés par des amis ou de la famille. Vous n'avez pas les mêmes maladies, même si vous pensez avoir les mêmes signes. L'automédication peut avoir des conséquences mortelles. Pour freiner ce phénomène, depuis plus de 14 ans, la Côte d'Ivoire se positionne comme un pionnier dans la lutte contre les médicaments falsifiés et la vente de médicaments dans la rue, avec notamment la création de la première autorité ivoirienne de régulation du pays, AIRP, en charge de la traçabilité des médicaments de qualité. Autre mesure prise, l'exigence de présentation d'une ordonnance pour tout achat de médicaments en pharmacie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.